Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast organisé par Lyon Métrage. Je m'appelle Lucie et je suis membre de l'association. Aujourd'hui, nous allons discuter de la place des femmes dans le cinéma. Et je suis très bien accompagnée de Marion, réalisatrice, de Charlène, électricienne, et de Guillemette, comédienne. Je vais vous laisser vous présenter, les filles, comme vous le souhaitez, votre parcours, etc. Donc bonjour à toutes, moi je suis Marion Tremblette, je suis scénariste, réalisatrice et aussi coordinatrice de spécialisation image à 3IS Lyon. Voilà, pour commencer, c'est bien. Bonjour à toutes, je m'appelle Charlène Dumont, je suis électricienne dans le milieu du cinéma audiovisuel. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est exactement ton métier, être électricienne, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est? Il y a peut-être un mot que vous comprendriez mieux, éclairagiste. Je m'occupe de la lumière sur les plateaux, d'éclairer des comédiens et aussi de la distribution électrique. Bonjour à toutes, je m'appelle Guillemette de Courville, j'ai 28 ans et je suis comédienne. Et j'ai fait une école d'acteur pendant 3 ans à l'Acting Studio à Vieux-Lyon. Voilà. Là, vous êtes toutes lyonnaises, vous avez toutes grandi à Lyon et vous travaillez toutes à Lyon, non? Alors moi non, pas du tout, je suis belge, ça fait 4 ans que je suis à Lyon. Donc non, j'ai pas du tout grandi à Lyon et donc je suis arrivée ici il y a 4 ans parce que j'étais engagée en agence de com. Et donc je travaille aujourd'hui sur Lyon, j'ai posé mes bagages ici. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma à faire le métier que vous faites aujourd'hui? Moi, du coup, pour répondre aux deux questions d'un coup, moi, je viens d'Annecy, donc j'ai passé 20 ans là-bas et j'ai décidé de partir parce que déjà, j'en avais envie. Et puis, Lyon m'attirait depuis un certain temps. J'avais de la famille sur place et j'avais envie de trouver mon indépendance, ma liberté et de m'éloigner un peu de mon ancienne vie, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu être comédienne, mais moi, pour ma part, j'assumais pas du tout mes envies. Pour moi, c'était quelque chose de très lointain, un rêve inaccessible, vraiment. Je me sentais pas légitime même d'en avoir envie. Dans mon entourage, c'était pas un métier, c'était plutôt un loisir, voilà. Donc, ça m'a pas vraiment encouragée à me faire confiance et à me dire, assume ton envie et vas-y, fais-le. Donc, moi, j'ai fait des études qui avaient rien à voir, et puis je suis arrivée à Lyon en 2013, donc ça fait un petit bout de temps que je suis à Lyon maintenant. Et j'ai commencé les tournages vers la fin de la première année. Et du coup, c'était quoi, en 2017 déjà? Waouh, ça commence à faire. Et du coup, j'ai commencé à faire des courts-métrages étudiants, à postuler. Je me rappelle, mes premiers courts-métrages, c'était avec l'Université Lyon 2. Donc des petits courts-métrages comme ça. J'ai commencé à me constituer une bande démo. J'ai appris le montage toute seule. Ça n'a pas été une mince affaire. Et puis, du coup, j'ai rencontré du monde grâce au kino, à l'aquarium aussi, aux accroches scénaristes. Et de fil en aiguille, j'ai fait de super belles rencontres. Je me suis créé un réseau. Et donc j'avais déjà un petit pied dans le réseau et dans le milieu du visuel et du spectacle à Lyon, en tout cas, quand j'étais encore à l'école. Et après, c'est une longue histoire. Mais du coup, j'ai commencé à travailler, etc. Et voilà. Je te laisse aussi expliquer un peu ton parcours, Charlène. Comment est-ce que tu es arrivée à devenir électricienne? Alors du coup, moi j'ai fait une école qui s'appelle l'Arfis à Lyon. Je suis lyonnaise, j'ai toujours vécu ici, j'ai grandi ici, c'est ma ville de cœur. Et j'ai fait une école du coup sur 3 ans, j'en ai fait 2 ans et demi à peu près et j'ai commencé directement à travailler. À la base, j'ai commencé avec des stages et j'ai vite compris comment ça fonctionnait. Et je me suis vite liée d'amitié avec pas mal de monde du milieu. Et du coup, j'ai commencé très vite à travailler. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille vraiment et que je suis payée pour ce que je fais. Et c'est déjà pas mal. Et sinon, je travaille pas spécialement à Lyon, moi. Je viens d'ici et j'ai grandi ici, mais la majorité de mon travail, c'est quand même pas en région. Et du coup, je me déplace beaucoup et voilà. D'accord. Peut-être passer aux choses sérieuses. Sur le thème d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait d'être une femme qui change votre manière d'appréhender le métier et le milieu? Est-ce que quelqu'un a une idée, quelqu'un a une expérience à raconter, une anecdote qui lui est arrivée peut-être récemment, ou au contraire un avis général? J'en ai plein. J'en ai pas mal parce que je suis électricienne, du coup, c'est un métier qui est rallié énormément à un métier, ce qu'on appelle d'homme, et qui du coup, c'est très compliqué en tant que nana au début, quand t'es jeune, de se dire ok, je vais faire un métier d'homme, tu vois. Et en fait, il y a toute une déconstruction à avoir là-dessus, en se disant
c'est pas parce que je suis une nana que je peux pas faire ce qu'on appelle un métier d'homme en fait. Et ça reste un métier en fait qui est accessible à tout le monde. Et du coup, moi, ce qui m'a permis d'avoir ma place et d'accepter cette place-là, c'est l'entourage que j'ai eu en fait, même quand j'étais en formation ou quand j'ai commencé à travailler, je me suis entourée de personnes qui étaient très très bienveillantes. Et du coup, ça m'a vraiment aidée aussi à avoir cette place que j'ai aujourd'hui et la fierté que j'ai de faire ce métier-là. Mais il y a toujours des petites failles dans le parcours, il y a toujours des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, des réflexions, plein de choses. Est-ce que ton corps n'est pas objectifié en fait dans le milieu aussi? Est-ce que c'est l'été, il fait 45 degrés? Est-ce que tu as le droit de t'habiller en short et en marcel aussi? Est-ce qu'il va y avoir des réflexions? Et c'est tout un questionnement et c'est tout un parcours qu'il faut avoir, je pense. Et il faut toujours s'entourer de bonnes personnes. Et il y a toujours des mauvaises expériences, c'est sûr, mais c'est comme un peu partout. Il y a toujours des gens j'ai travaillé avec des chefs et avec des personnes dont je ne citerai pas les noms, qui ont été exécrables parce que j'étais une femme aussi, en fait. Parce que je ne suis pas capable de porter, je ne suis pas capable d'aller vite, parce que c'est technique et que les femmes, on n'est pas faites pour ça. C'est pas vrai. En fait, tu as un peu subi un manque de confiance du fait d'être une femme, c'est ça? Oui, totalement, parce qu'il n'y a pas d'exemple, on n'a pas d'exemple de nana, et moi je sais que dans ma construction et comme je suis, j'ai besoin d'avoir cette sécurité, de me dire je suis pas la seule non plus en fait. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être née dans cette époque-là et de travailler à cette époque-là, parce que il y a 20 ans, il n'y avait pas d'électricienne. Il y a 20 ans, il y avait vraiment pas de nana dans le milieu, et aujourd'hui, il y a un chef qui m'a dit, il y a 2-3 semaines, il y a un chef qui m'a dit que quand lui, il avait été formé, son chef lui avait dit qu'une femme dans le milieu, c'est un ovni. Je suis contente d'être un ovni. Félicitations. Toi, Marion, peut-être plus au niveau de la réalisation, tu as réalisé quelques clips de rap, ce que tu disais, mais tu fais aussi, t'es autodidacte, donc tu fais aussi de la réalisation, t'écris tes scénarios. Au niveau, par exemple, du financement, ou alors pour obtenir la confiance de certaines personnes, de producteurs, distributeurs, etc. Comment ça se passe? Est-ce que tu trouves que c'est difficile? Peut-être de manière générale, de toute façon, ça reste difficile d'obtenir du financement. Est-ce qu'en tant que femme, il y a une confiance qu'il y a encore moins? Alors, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là, parce que moi, le fait d'être une femme dans mon métier n'a jamais été un problème pour moi. Il y a eu plein d'autres problèmes, peut-être ma classe sociale, justement le fait que je venais pas d'une famille qui faisait ça, que je venais de nulle part, etc. Moi, je me suis jamais sentie amoindrie par mon genre en fait. Mais je sais qu'on est très nombreuses à avoir des expériences différentes à ce niveau-là. Mais en tout cas, je sais que la façon dont on se positionne en tant que femme en arrivant dans le milieu va déjà jouer énormément. Oui, effectivement, j'ai réalisé beaucoup de clips de rap. J'arrivais sur place sans me dire, moi, je suis une femme, ils vont me regarder différemment. J'y arrivais, que ce soit en mini-short parce que c'était l'été ou que ce soit en tenue, en combi parce que c'était l'hiver. J'ai jamais eu une réflexion déplacée. Mais je sais aussi que du coup, j'y arrivais seule. J'étais prestataire. J'y arrivais seule avec ma caméra, et au final, si ces gens me faisaient une réflexion déplacée, peut-être qu'ils savaient aussi à un moment que j'allais partir et que leur clip, ils l'auraient pas. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de cet ordre-là. Après, tout ce qui va être partie, donc réalisation de fiction, pareil, du coup, comme je me positionne, comme je suis réalisatrice, je monte mes équipes moi-même, toujours évidemment en autoproduction. J'en suis pas encore arrivée au moment de me faire produire. Donc, au niveau de la formation des équipes aussi, si ça se passe pas bien avec une personne, je la reprends pas la fois d'après, et les problèmes se règlent un petit peu de cette manière-là. Au niveau des démarches pour se faire produire, j'ai ressenti énormément de difficultés, je les ressens encore aujourd'hui, mais encore une fois, comme on en parlait tout à l'heure en off, le milieu est très difficile, c'est très difficile de se faire produire, et quand on est une femme, c'est encore plus difficile parce qu'effectivement, il y a ce problème de crédibilité aux yeux des financeurs. Mais moi, j'en suis toujours à la partie où c'est difficile, peu importe, parce que c'est difficile parce que je suis personne et pas parce que je suis une femme maintenant. Oui, donc en fait, il faut déjà se faire un nom aussi dans le milieu, et ça, peu importe le sexe, le genre qu'on a, de toute façon, ça reste quelque chose de difficile.
Oui, ça reste quelque chose de difficile, mais quand même, quand tu es une fille, enfin une femme, enfin du coup, de mon point de vue, qui est un métier différent du vôtre, comédienne, le physique, du coup, entre quand même beaucoup plus en compte, forcément. On en parlait tout à l'heure aussi en off. Mais du coup, en tant que plus, encore plus en tant que femme, parce que tu dois en faire 10 fois plus. C'est comme au quotidien, en fait, pour avoir l'air crédible, pour que ta valeur soit ouais, pour que tu sois reconnue, validée en tant que personne, que tu passes pas pour une hystérique ou quoi. Enfin, de toute façon, à partir du moment où tu es une femme, tu vas être jugée à travers ce filtre-là, dans tout ce que tu fais. Et dans le métier comédienne, c'est encore pire parce que c'est énormément aussi axé sur le physique. Bon, bien sûr, les critères vont forcément être différents. Si tu veux trouver une comédienne pour jouer une étudiante, qu'une maman, alors bien sûr, évidemment, tu vas pas avoir les mêmes critères et là, forcément, le physique entre en jeu. Mais je veux dire, ça va être aussi une question de poids. On en parlait tout à l'heure aussi, couleur des yeux, des cheveux, il y a les critères, mais il y a aussi les jugements. Oh là là, bah, c'est une comédienne, on s'attend aussi à ce qu'elle soit un peu mannequin finalement. Plus ça va, plus je vois des annonces, c'est comédienne, très belle comédienne, mince, svelte. En fait, il faut être comédienne, mais il faut aussi être mannequin, en dehors du fait de savoir parler 6 langues, de marcher sur les mains et de cracher du feu. Il faut savoir tout faire, en fait. Il faut être parfaite physiquement, faut être solaire. En fait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es jugé, que ce soit sur ton physique énormément, mais aussi sur ta personnalité, sur ce que tu dégages quand tu es comédienne. Tu es un produit, en fait. Je pense que surtout, c'est une fois dehors où tu comprends à quel point ta personnalité, tout ce que tu es est jugé en casting. Tout ce que tu dégages, parce qu'on va chercher en toi le personnage, etc., on va diriger. Mais du coup, ce qui est très dur au départ, quand tu te prends des noms, même s'il n'y a pas un enjeu monstrueux, que tu es face à des refus, ça peut faire très mal, parce que tu te dis, OK, on me rejette moi, en tant que personne, pas forcément en tant que comédienne. Donc il va y avoir aussi ce questionnement de se dire que les mecs ont aussi, hein, ceci dit. Mais en tant que femme, du coup, tu sais que tu as moins d'opportunités, tu sais que tu as moins droit à l'erreur, que si tu as une option, enfin un moyen, un moment où tu dois, entre guillemets, ouais, tu as plus de pression, quoi, parce que tu dois prouver que tu es capable, en fait, tout le temps. Est-ce qu'il y a aussi le fait, au niveau des rôles principaux, il y a une étude du collectif 50-50 qui est sortie, qui disait, il me semble, que 62% des rôles principaux étaient faits pour des hommes et le reste, je crois que c'est 38% pour des femmes. Est-ce que toi, dans les castings que tu passes ou dans les propositions que tu vois que justement tu as plus de second rôle que de rôles principaux? Clairement oui, je le vois énormément et ce que je vois aussi, c'est que bon, bah, je pense que j'ai la chance aussi d'être entourée par beaucoup de personnes qui sont bienveillantes, qui sont solidaires, qui sont intelligentes et intéressantes, qui ont envie de faire avancer les choses, qui ont envie d'écrire des scénarios, entre guillemets «pour les femmes», pas, tomber dans une forme de misandrie, mais de dire: «OK, est-ce qu'on pourrait pas raconter un peu plus d'histoires de personnages féminins?» Des personnages féminins qui soient plus épais, dont l'histoire soit plus intéressante, des personnages qui évoluent et qui parlent d'autre chose que de leurs problèmes de cœur, tu vois? Il y a aussi les sujets qui sont traités. Mais effectivement, oui, je vois qu'il y a beaucoup de rôles, même de second rôle, où c'est beaucoup des hommes et tu te dis: «Bah, le médecin, là, ça pourrait être une femme» ou «Le policier, là, ça pourrait être une femme» et il y a plein de moments où tu dis: «Bah, c'est dommage parce que j'ai limite envie d'envoyer ma candidature pour leur dire: "Hey, en fait, dans votre pitch, c'est pas obligatoire, là, ça pourrait être une femme"». Après oui, c'est vrai que souvent j'ai passé des castings pour la copine de bidule, la meilleure amie de machin. Bon, bah, ouais, clairement oui. Est-ce que toi, au contraire, Marion, par exemple, dans les scénarios, je sais qu'aussi, Charlène, tu as écrit, un scénario. Est-ce que justement, dans la manière dont vous écrivez, vous cherchez à plus, impliquer de femmes ou au contraire, vous faites peut-être des personnages non genrés que vous choisissez de genrer à la fin parce que ça a pas forcément une importance? Comment ça se passe? Bah, pour moi, c'est hyper difficile, justement parce que, bah, il y a toute cette question de je veux faire jouer les copines, je veux les mettre en avant aussi et il y a aussi cette question de comment j'ai envie de raconter les choses et il y a des fois où j'écris des personnages où effectivement, si c'est un personnage principal qui a du coup une thématique, qui va se genrer automatiquement en fonction de comment le personnage va s'aborder. Mais tout ce qui va être personnage secondaire, j'essaye au maximum de déconstruire du coup bah, les rôles qu'on connaît et ce qu'on a l'habitude de voir et du coup de remplacer. Mais donc j'en viens à un moment où je commence
à tourner en rond au milieu de tous ces clichés, justement, où je veux absolument donner de la place aux femmes, donc aux personnages féminins. Et en même temps, il y a des fois où j'ai vraiment envie d'écrire pour un personnage masculin. Donc là, je me sens bloquée. J'ai parfois l'impression d'être une collabo et je me dis merde, j'ai envie d'écrire un personnage masculin. Qu'est-ce que je vais en faire? Je fais tout ce que je peux pour, dans ma tête, bien sûr, pour le féminiser, pour me dire bon, ok, est-ce que ce personnage peut devenir peut devenir une femme? Si j'y arrive pas, à ce moment-là, je donne énormément de place aux femmes autour de ce personnage-là. Et il y a des moments où j'ai l'impression de tomber dans le cliché inverse et du coup d'inverser. Il y a une règle de base qu'on apprend au cours de scénario qui est quand on écrit un rôle pour un type de personnage. Donc, on va dire que j'ai créé un rôle pour un grand-père de 80 ans. Ce qui va être très intéressant, c'est de revenir à la fin, une fois qu'il est complètement écrit le rôle, et de mettre une petite fille de 8 ans à la place. Et donc, de voir comment, dans ce qu'on a l'habitude de voir, donc chez une petite fille de 8 ans ou chez un homme de 80 ans, comment ce personnage va vivre et comment on va pouvoir s'identifier à lui dans ce côté unique, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment une règle de base qu'on apprend en cours de scénario. Et donc, du coup, moi, quand j'écris un rôle en me disant ce sera pour une femme, et puis finalement à la fin j'essaie de revenir en me disant tiens, si c'était un homme, si c'était un petit garçon, si c'était une personne plus âgée, etc. Et au final j'ai toujours l'impression de faire des boucles et de revenir aux clichés tout le temps. En fait, j'ai l'impression de jamais finalement sortir de ces clichés. Un rôle, j'ai écrit une petite série sur un couple qui est en train de se séparer. Du coup, j'avais pas envie de mettre la femme dans la position de celle qui est désespérée et l'homme dans la position de celui qui est content que ça se termine. J'ai plutôt inversé. Et du coup, j'ai dû retravailler énormément ce que j'écrivais parce que je suis tombée dans le cliché inverse où c'était la femme qui dominait, un homme qui était un petit peu mou. Donc voilà, c'est vraiment hyper difficile finalement de ne pas être dans le cliché quand on est en train d'écrire. J'ai beaucoup parlé à toi, Charlène. Non, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, j'ai écrit un truc qui est encore dans un placard, qui j'espère un jour sera réalisé et sera produit. Mais moi, j'ai pas suivi de cours de scénario, quoi que ce soit. Et en fait, c'est hyper compliqué ce que tu dis. Et j'en prends note, ce que tu viens de dire d'écrire, parce que j'ai un personnage de 80 ans, homme, qui fait partie du scénario. Et je vais imaginer ce chamboulement en essayant d'imaginer que c'est une enfant de 8 ans. Et en fait, moi, je sais que les personnages ont été genrés de suite parce que l'histoire que je raconte, c'est une histoire de famille. Et les seules personnes que je peux ne pas genrer dans cette histoire, c'est les enfants. Et moi, dans ma tête et esthétiquement, et ça raconte plein de choses, je veux les enfants, ils sont 3, et j'ai imaginé 2 garçons et une fille. Et je sais pas pourquoi, et c'est comme ça, et je vois pas ça autrement. Et donc, c'est pas parce que c'est 2 garçons que c'est les 2 garçons qui sont les plus intéressants dans le scénario non plus. Et c'est pas parce que c'est une fille que c'est elle qui va être la plus intéressante non plus. Il y a un vrai... Il y a un vrai enjeu entre l'un des personnages principaux et cet enfant qui est une vraie connexion et qui est un vrai échange d'enfant à adulte lors d'une séquence de repas. Et pour autant, les garçons sont là en fait de manière un peu, c'est horrible ce que je dis, mais de manière un peu esthétique dans les plans. Ces enfants-là en fait sont aussi surtout l'image de ce que représentent les parents. Et il y a 3 enfants, alors que j'aurais pu en mettre 5, j'aurais pu en mettre 12, j'aurais pu en mettre 2. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que dans l'époque dans laquelle je veux que ça se tourne, dans les années 50, l'enfant unique, ça n'existait pas spécialement. Et on ne se posait pas réellement la question de combien il y avait d'enfants, etc. Je veux juste montrer que 3 enfants aujourd'hui, ça reste un nombre conséquent d'enfants actuellement. Et je veux juste montrer aussi que ce couple et que cette famille, en fait, a fait des enfants sans pour autant mettre d'importance sur le genre. Mais j'avoue que c'est assez compliqué. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas expliquer pourquoi c'est 2 garçons et une fille, mais c'est comme ça. J'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux parce que j'ai envie de nuancer aussi mon propos par rapport à la question d'avant. J'ai presque envie de dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on s'empêche non plus d'écrire les histoires qui nous touchent et qu'on a envie d'écrire en fait pour justement, il y a d'un côté ce qu'on a envie de raconter et d'écrire et ce qui nous touche et le point de vue qu'on a dessus, qu'on en a et les enjeux aussi sociaux que ça a derrière. Je pense que c'est quelque chose quand on écrit, parce que moi j'écris un petit peu aussi, j'ai très envie de réaliser. Je n'ai pas encore osé pour l'instant, mais j'espère qu'un jour je me lancerai. Voilà, j'aimerais beaucoup en tout cas. Et du coup, récemment, je me suis autorisée à écrire un petit peu. Et en janvier, j'ai écrit des scénarios. Il s'avère que premier scénario, c'est 2 femmes, et le second scénario, c'est une femme et un homme. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi quand j'ai écrit non plus.
C'est-à-dire que pareil, comme vous, le décor s'est planté en fait. Et après, on se fait notre film et ça se déroule et voilà. J'ai pas... Ouais, moi, ça m'embêterait de me dire qu'il y a des personnes qui s'empêchent d'écrire des histoires parce que forcément, elles voudraient y mettre des femmes aussi. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on écrit, je pense que ouais, c'est quelque chose dont il faut avoir confiance, d'être connecté à tout ce qui se passe, effectivement, les enjeux sociaux que ça a. Mais pour autant, on va pas non plus effectivement tomber dans l'autre extrême qui est le sexisme du coup envers les hommes et la misandrie, etc. Et essayer de trouver comment on peut faire, parce que finalement, on est la génération un petit peu, j'ai l'impression, qui débarque dans tout ça et qui ne sait pas trop, effectivement, comment inverser la tendance sans tomber dans des clichés, sans mettre le poids du sexisme, du coup, sur les hommes. Enfin, comment faire, finalement? Du coup, j'ai l'impression qu'on découvre un peu tout ça ensemble, quoi. Mais que ce soit, je rebondis sur ce que tu dis, que ce soit quand quelqu'un écrit un scénario ou que ce soit dans une équipe technique, ce que je connais un peu plus, c'est pas parce que les femmes sont en nombre qu'on se sent plus forte aussi, et c'est pas parce qu'il y a moins de femmes c'est pas parce que par exemple j'arrive sur un plateau et que je vois que je suis la seule nana, c'est pas pour ça que je me sens moins forte. Il y a quelque chose qui évolue, et tant mieux, et je pense que ça va évoluer de plus en plus vite, et je l'espère aussi, parce qu'il y a encore des choses qui ne vont pas sur un plateau de tournage. Il y a encore des blagues sexistes et des réflexions sur le corps d'une technicienne ou même d'une comédienne ou les deux ou n'importe, qui ne sont pas acceptables. Mais ça n'empêche que moi, il y a un truc, c'est pas que je suis contre ou pour, c'est que je pense qu'il faut peut-être y passer dans certains milieux. Dans le nôtre, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Mais c'est avoir 50% des femmes et 50% des hommes. C'est juste ouvrir le champ des possibles aux femmes et de leur dire « Ouais, vous avez le droit de faire partie de ça aussi. Vous avez le droit de monter dans ce bateau aussi. Et vous avez le droit de rentrer dans cet univers-là sans pour autant arriver à l'extrême et se dire « Bon, j'embauche, je suis électricienne, ou alors un chef électricien, j'embauche un homme et une femme. » Je veux pas être embauchée parce que je suis une nana aussi. Je veux être embauchée pour mes compétences techniques. Je veux être embauchée pour ma bonne humeur, pour le contact que j'ai avec les gens sur un plateau, pour est-ce que je sais faire le métier ou pas. Je veux pas être embauchée. Tu peux apporter, en fait. Ouais, c'est ça. Je veux pas. C'est ça. Je veux pas être embauchée parce que je suis une femme, parce qu'il faut un quota, parce il y a personne qui a envie d'être un quota. Tu vois. Mais c'est parce que aussi aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'un quota, notamment dans les milieux politiques, justement pour permettre à des femmes d'y accéder. Mais aujourd'hui, c'est sûr que à terme, je pense que la volonté des gens, c'est surtout qu'on ne regarde juste les compétences d'une personne sans forcément regarder son genre, s'il en a un, etc. Donc moi, je voulais faire un double rebondissement et même faire un petit détour par un constat que j'ai fait. Je voulais relever ce que Guillemette a dit en tant que scénariste et réalisatrice. Elle a dit je ne me suis pas encore accordé le fait d'être... C'est ça que tu as dit, je me suis pas autorisée, j'ai pas osé. T'as pas osé. Et ça, c'est un truc qui me touche beaucoup de l'entendre, et j'ai envie de te mettre un coup de pied au cul et de te dire vas-y, autorise. Marion. Et en même temps, je déteste faire ce constat. Je suis un peu triste de le faire, mais il y a une réalité chez la femme et la jeune fille. Du coup, je peux le dire aussi par rapport aux étudiantes que je suis à l'école, de pas s'autoriser et d'attendre presque qu'on vienne tenir la main en disant ok, tu peux le faire, tu peux t'autoriser à le faire, vas-y, lance-toi. Et c'est un comportement qui a beaucoup chez la femme, qui sans doute vient de l'éducation et de ces 2000 ans de société patriarcale qu'on connaît bien, mais elle existe très peu chez les garçons. Enfin non, pas très peu, elle existe beaucoup moins chez les garçons. Ils vont beaucoup plus facilement oser sans qu'on leur ait dit qu'ils en étaient capables, et puis après ils se rendront compte de s'ils sont capables ou pas. Et par exemple, il y a une des étudiantes qui veut arrêter là parce que la formation est trop technique et qui a vraiment envie de raconter des choses, qui a vraiment envie de faire des images, mais finalement la technique la bloque. Et j'ai l'impression que l'homme va moins s'arrêter sur des détails techniques et qui va dépasser peut-être ces choses qui le gênent pour atteindre ses objectifs, que la femme, j'ai l'impression qu'elle va attendre d'être... je fais des gros mots peut-être, je suis désolée, mais qu'elle va attendre un peu d'être parfaite sur tous les domaines, d'être sûre avec elle-même qu'elle peut le faire avant d'affirmer au monde entier qu'elle peut le faire. C'est trouver une légitimité que l'homme va pas forcément chercher, c'est ça ? Moi,
On parlait du contexte aussi familial, de l'enfance, etc. tout à l'heure, de l'éducation. Moi, le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est que moi, en tant que femme, j'étais plus en danger. Je devais faire plus attention au quotidien, à mes comportements, à ce que j'étais capable de faire ou pas, de dire ou pas, de porter ou pas, etc., de penser, de ressentir et de faire. Donc moi, le ressenti que j'ai, c'est que les mecs, les hommes ne se posent pas la question et on n'a pas vraiment à leur en vouloir finalement. Tant mieux pour eux, quelque part. On aimerait pouvoir avoir ce truc de dire je prends ma place et je me pose même pas la question parce qu'en fait, je suis à l'aise avec ça, je sais de quoi je suis capable et ce que je vaux. Mais en tant que femme, moi, j'ai jamais été dans un truc où effectivement j'attends, etc. Mais c'est effectivement ça, c'est ce truc de se dire ok, là, j'estime que je suis prête, besoin de cette auto-validation, de se dire là, je suis prête, je suis parfaite, je suis sûre que ça va être parfait, etc. En plus, quand on est perfectionniste comme moi, c'est compliqué. Tu sais que sur un film, tu vas faire des erreurs, surtout sur un premier, et que c'est comme ça que tu apprends. Mais accepter aussi ce truc-là de savoir que tu vas faire des erreurs et qu'on va te mettre le nez dedans, en plus parce que tu es une meuf et qu'on t'attend d'autant plus au tournant, c'est pas évident non plus, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là de je me lance pas, j'y vais pas, et ce problème de légitimité, effectivement, quoi. Pour moi, c'est un mélange de légitimité et de confiance en soi aussi, en fait. Moi, je sais que depuis tout enfant, je veux faire ce qu'on appelle des métiers d'hommes et je déteste appeler ça comme ça. Parce que c'est pas ce que je ressens, c'est un métier comme un autre et que si j'ai envie d'être bûcheronne, je serai bûcheronne. Et en fait, le truc, c'est que il faut nous laisser de la place et que on va pas. Je parle personnellement, j'aime pas parler des femmes en général, tu vois, parce que chaque personne est différente et chaque personne prend la place qu'elle a envie de prendre. Moi, je sais que j'ai pris cette place-là parce qu'on m'a laissé l'opportunité d'y aller. On m'a laissé une porte entrouverte, alors peut-être que soit je l'ai ouverte tranquillement et doucement et je suis rentrée dans la pièce et je m'y suis sentie bien, soit j'ai foutu un gros high kick à la porte et je suis rentrée en m'imposant aussi. Ça, tout dépend du caractère aussi. Et il y a ce truc-là que Guillemette a parlé, c'est le fait qu'on ressente les choses, on n'a pas le droit de les exprimer. Quand tu disais que l'hystérie d'une femme, l'hystérie, ça vient pas des hommes, et ça vient des femmes, par exemple. Quand on utilise ce terme-là, on pense tout de suite à une nana qui est en train de gueuler parce que dans la rue, dans sa voiture, qui est en train de crier sur ses enfants ou quoi que ce soit. Une femme n'est pas en colère, elle est hystérique. C'est ça. Vous connaissez l'étymologie, je vous coupe, mais non. Utérus. Allez, j'adore. Enfin, le mot hystérique vient du mot utérus, donc il est associé directement à la femme et les crises d'hystérie. Du coup, j'ai pas. Mais c'est pas forcément un mot péjoratif dès le début. C'est-à-dire que ça vient du mot utérus. C'est un fait. Oui, non, mais c'est parce que c'était les femmes qui faisaient des crises d'hystérie. Oui, okay. C'est parce qu'il fallait un utérus pour faire des crises d'hystérie, en fait. Ah, mais c'est évidemment une façon de le percevoir de manière péjorative. Quand tu vois que les 3/4 des insultes ont une étymologie qui est féminine, qui vient du sexe de la femme, là tu dis oui, il y a un petit pépin, quoi. Mais ça, après, c'est dans le vocabulaire aussi, quoi. Autant que dans les inégalités professionnelles. Mais c'est ça, ouais. En fait, on n'a pas le droit de... Je dis pas on n'a pas le droit parce qu'on nous autorise pas, mais tout de suite, quand je me suis déjà énervée sur un plateau, c'est quand même rare, mais quand ça dépasse les limites, j'estime avoir le droit de poser moi mes limites aussi, de se dire... De dire à la personne qui est en face de moi, non, je ne t'autorise pas à dépasser cette limite-là qui est la mienne. Si d'autres personnes ont des limites plus ou moins loin, faites comme bon vous semble. Moi, je sais que ma limite, c'est ça. Je ne t'autorise pas, toi, devant moi, à me dire ces choses-là. S'il y a d'autres filles ou d'autres personnes ou d'autres mecs ou d'autres entités qui acceptent qu'on leur parle comme ça, très bien. Moi, je n'accepte pas. Sauf que vu que je suis jeune, pétillante et... Non, je rigole. Aïe, 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 ça commence mal pour toi. Ouais. En fait, vu que je suis jeune dans le milieu et que j'ai pas la légitimité de dire non et de poser des limites à des gens qui ont 40 ans de carrière. Et parce qu'on m'écoute pas quand je fais ça. Parce qu'on va me dire, je vais pas retravailler avec toi si tes limites, elles ne sont pas les miennes. Alors que c'est pas des limites professionnelles, c'est des limites humaines. C'est-à-dire que des réflexions sur un plateau, des regards, des sifflements, j'ai eu ça sur des plateaux. J'ai eu ça, je bosse dans la manière la plus technicienne qui puisse exister, et puis même, j'ai pas à justifier. Je suis en train de le faire, je suis en train de justifier ma tenue. Et en fait, c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas exister, et je ne devrais pas faire ça, mais sauf que je me sens obligée de justifier mes tenues sur des plateaux de tournage. Je bosse en treillis. Je bosse en pantalon, je bosse en trucs hyper larges, avec des pulls de mon père, pour pas que mon corps soit objectifié.
objectisé, merci 2 fois, pour pas que mon corps soit objectisé parce que j'ai pas envie qu'on m'appelle parce que je suis une nana et que c'est plus ou moins joli à regarder pour certaines personnes. Et le truc, c'est que j'ai quand même ces réflexions-là. J'ai quand même des réflexions sur ma posture, sur le fait que je prenne de la place ou pas sur un plateau. Alors, j'ai pas à prendre de place. Je suis technicienne et je suis électricienne, donc je sais où est ma place professionnelle. Sauf que la place humaine que j'ai envie de prendre, j'estime avoir le droit de la prendre. Si je m'entends bien avec quelqu'un, j'ai le droit de lui parler. Et sauf qu'on va me rabaisser au fait que je suis une nana et que c'est bon, la pause café, c'est terminé. Je suis pas en pause café, en fait, je suis en train de discuter avec un collègue de travail. Si ça te plaît pas, tu me le dis autrement. Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions qui ont été faites à l'encontre justement de ces remarques, de ces comportements inappropriés de la part de la production ou même d'un chef-op ou quoi? Non, jamais, parce que je suis pas légitime de me plaindre, en fait. Mais par exemple, il y a peut-être des gens qui... Donc, tu travailles pas toute seule, il y a d'autres techniciens à tes côtés qui voient aussi ce qui se passe, qui peut-être trouvent ça discriminatoire et est-ce que ces gens-là, justement... dénonce ces faits-là auprès de, je sais pas s'il y a vraiment une autorité sur un tournage. La production est l'autorité suprême sur un tournage. Et je pense que c'est là aussi, il faut qu'on tire les sonnettes d'alarme parce que j'ai vu des choses qu'on ne devrait jamais voir sur un plateau de tournage ou dans n'importe quelle entreprise. Du sexisme, des réflexions, du harcèlement, clairement. Et ces personnes-là travaillent encore. Et même si j'ai des acolytes et des gens autour de moi qui vont me soutenir et qui vont croire ce que je dis et qui vont me dire « Ok, c'est très bien que tu m'en aies parlé », c'est un milieu quand même de réseau et de contact. S'il y en a un qui ouvre sa bouche, il ne retravaillera pas. Et j'ai bossé avec quelqu'un, je ne dirai ni son poste ni son nom, il a un poste important sur un plateau de tournage et j'ai dû faire face à quelqu'un qui harcelait une de mes collègues de travail. Cette personne-là, on doit faire face à ça et trouver plein de subterfuges pour lui couper l'herbe sous le pied, en fait. J'avais envie de dire que finalement, c'est pas balancer, c'est dénoncer. Et c'est important, je pense, de le dire. Ouais, mais le truc... c'est pas ta faute, c'est pas la faute de ta collègue. Il y a le droit, en fait, de dire au bout d'un moment, il y a un comportement qui est pas normal. Ouais, mais quand ça fait 20 ans qu'il travaille au même endroit et que il est reconnu pour lui, il est reconnu pour ses capacités techniques. Et nous, si on se plaint, on va être reconnu parce qu'on est des nanas qui se plaignent. Bien sûr. Et on va pas être reconnu pour notre travail, on va être reconnu parce que on arrive dans un milieu, on arrive dans une production qui est immense et on n'est personne. Lui, ça fait 20 ans qu'il est là. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive ? Il y a déjà eu des mains courantes de mineurs sur des plateaux. Il y a déjà eu des mains courantes de techniciennes, de techniciens même. Il est toujours là. Et il restera là jusqu'à la fin de ses jours, s'il veut rester là jusqu'à la fin de ses jours. Et malheureusement, personne n'est légitime de dire quelque chose. Et même si on est légitime de le faire ou de dire quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Alors on n'a pas envie j'ai pas envie de me battre toute ma vie pour dénoncer des gens. Je préviens mes collègues et je fais tout ce que je peux pour les prévenir et pour leur dire fais attention, cet homme est dangereux, fais attention, il peut t'arriver quelque chose. Ça, en fait, la problématique finalement là-dedans, c'est d'accepter d'être la personne qui porte sur ses épaules et sur son nom, sur son visage, du coup, la dénonciation. Exactement, c'est ça. Ouais, et donc, il y a le souci derrière de est-ce que j'accepte de perdre mon poste, de perdre mon rôle, surtout encore une fois en se disant j'ai 24 ans, je suis au début de ma carrière, si moi je me grille là-dessus. Et je vais faire une toute petite parenthèse sur le documentaire sur R. Kelly qui est sorti je sais pas depuis combien de temps il est dessus, mais j'ai commencé à le regarder hier soir, donc c'est très très présent. Et sur le premier épisode, il y a vraiment tous ces gens qui témoignent sur le fait que R. Kelly ramenait plein de jeunes filles au studio, qu'il y avait une fille qui l'attendait dans chaque salle, elles étaient tout le temps toutes à moitié nues, il y avait vraiment un truc très très malsain. Plein d'hommes qui témoignent aussi en disant moi j'étais pas d'accord avec ce que je voyais, mais en même temps j'étais qui pour dénoncer R. Kelly ? Si j'allais dire quoi que ce soit, j'allais perdre mon taf. Et en fait, ça n'aurait rien changé. Et il y a une espèce de désespoir mais on fait quoi alors derrière, effectivement, quoi. L'impuissance, quoi. Juste sur quelle plateforme Netflix. Sur Netflix, d'accord. Sur Netflix. Si les gens veulent regarder. Oui, du coup, j'avais envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Marion, parce que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui est acteur, qui joue dans une série. Pareil, j'ai pas le nom de la série, etc. En fait, je buvais un verre à une terrasse il y a des années, quand j'étais
n'étais pas encore en école de théâtre, etc. Et que je miroitais ce milieu de loin, avec des grands yeux, plein d'étoiles, et qui ont bien disparu après. Bref, et du coup, donc, j'étais avec cet ami à ce bar, et on discute, et il s'avère que la personne à côté de nous était donc ce mec qui travaillait sur cette série. Et à l'époque, il travaillait un peu aussi à la technique. Le truc, vraiment, la série, elle démarrait tout juste, quoi. Ça allait commencer. Et en fait, il s'est installé à notre table parce qu'il s'est introduit dans une conversation. Et on a sympathisé et on discute de choses et d'autres. Il nous parle de sa vie, il nous parle de la série, il montre des extraits de scènes et tout. Et il nous dit, venez visiter le studio, je vous donne mon numéro, etc. Et puis je vous raconterai un peu comment ça se passe, etc. Donc, moi, à l'époque, j'étais jeune. Et j'ai pas osé appeler parce que je me dis, oh là là, c'est un comédien, machin. Mais heureusement que j'ai pas osé appeler parce que mon ami voulait pas m'accompagner et il était hors de question que j'y aille seule, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et j'en ai parlé il y a peu de temps avec un copain qui m'a dit, mais tu sais que ce mec-là, sur les tournages, en fait, il choisit un peu les figurantes qui vont être prises sur le tournage et puis il fait un petit peu son marché parmi les figurantes du tournage. Comme du poisson ou un bout de viande, quoi. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, ah d'accord, et bah heureusement que je ne suis pas allée dans son studio, finalement. Voilà. Et récemment, j'étais sur un tournage, là, j'étais en figuration, et il y avait cette fois, il y avait des prods qui étaient présents sur place, et ils étaient tous les 4 alignés. Et moi, je sortais du truc de la machine à café, et ils m'ont fait une petite blague, il n'y avait rien de bien méchant, et puis j'ai réagi et tout, j'ai rebondi. Et puis après, on m'a fait une réflexion, j'ai réagi en rigolant, en mode et puis après 2 secondes, je me suis dit, mais waouh, par contre, c'est chaud ce qu'il vient de me dire, le gars. Et en fait, ils sont restés, ils étaient 2 après, et ils restaient à côté du tournage. Et heureusement, j'ai fini plus tôt parce qu'ils me regardaient et j'étais hyper mal à l'aise, je savais pas où me mettre. J'en ai parlé à un copain qui était régisseur sur le tournage, et il me dit, non, mais oui, mais ce mec-là, c'est un connard, en fait. Et il est tout le temps comme ça avec les figurantes. Je crois pas qu'il oserait avec les actrices, peut-être pas non plus, mais c'est l'un des producteurs et il bosse. Et moi, je me suis dit, mais si je veux en parler, je ne savais même pas à qui m'adresser finalement. Et je savais, rien déjà là, il y avait déjà un problème. Je me dis, même si je veux en parler, à qui je m'adresse? Oui, parce que logiquement, quand on nous dit il faut parler, c'est aux producteurs qu'on en parle, ou aux productrices d'ailleurs. Sauf que là, non. Et justement, avec le mouvement MeToo, ça fait beaucoup de bruit dans le monde entier. Est-ce que concrètement, selon vous, ça a changé des choses ou ça a surtout mis la lumière sur des faits, mais de là à les proscrire, à les changer Je pense qu'à un moment donné, ça a ouvert la parole déjà, et c'est très très important. Mais j'entends quand même des gens aujourd'hui sur des plateaux qui disent de toute façon, MeToo, c'est hystérique. C'est quand même fou, ça. C'est quand même un truc de dingue. Et pour autant, des gens bienveillants, ils prennent ça au sérieux. Mais il y aura toujours des gens. Et pour moi, je veux pas mettre de classe ou d'âge ou quoi que ce soit, mais je sais que avec les gens avec qui j'ai pu subir ce genre de réflexion, de hystérie, de t'es bonne, de toute façon t'es bonne qu'à faire le café, ou putain, il te va bien ton pantalon Charlène aujourd'hui, ou alors salut ma belle. Je suis pas sur un plateau pour être belle, je suis sur un plateau pour être technicienne et pour travailler. Ces gens-là, c'est toujours le même, c'est toujours les mêmes, c'est toujours des. J'ai pas envie de classifier, de dire que ils sont tous comme ça, mais en tout cas, ce que j'ai subi, ça vient toujours des mêmes personnes. Et c'est des gens, des vieux de la vieille, des gens qui sont implantés dans le milieu depuis des années, et c'est des gens qui sont presque en fin de carrière et qui voient des petites nanas arriver sur des plateaux et qui sont tout contents. On a l'âge de leur fille et ils sont tout contents, et ils nous traitent comme des animaux, comme on traiterait même pas un animal en fait. Comme de la viande, quoi. Il va se servir. Et du coup, la solution, ça serait plutôt le temps, ou il y a déjà des solutions concrètes qu'on peut mettre en place pour éviter en fait tous ces comportements, pour essayer justement de, comme on dit, faire changer de camp la honte. Je me permets de rebondir parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Il y a une formation qui a été créée. Je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est en fait celui qui suit la formation ou celle qui suit la formation devient référent ou référente harcèlement sexiste, sexuel, tout ça. Donc j'ai été sur des plateaux où il y a un référent ou une référente. En général, c'est quand même un référent. J'ai fait 3 plateaux où c'était un référent, où en fait c'est un technicien qui fait une formation, qui reste 6 heures assis sur une chaise
Et on lui dit, bah voilà, maintenant tu es prêt à entendre et à écouter toute personne qui subit du harcèlement sexiste ou sexuel sur un plateau de tournage. J'ai discuté avec une personne qui était du coup référent, qui m'a dit que c'était une grosse blague et que en fait lui ne se sentait pas capable de faire quelque chose aussi. En fait, c'est quelqu'un qui à la base est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est ouvert vers les autres et qui est là aussi pour apprendre parce que il a aussi vécu lui l'arrivée en masse des femmes sur des plateaux de tournage. Et savoir comment réagir. C'est sûr que quand on n'est que des nanas, que des hommes, ou qu'on se mélange tous ensemble, nos réactions sont différentes aussi. Je veux dire, si c'est un plateau de tournage où il n'y a que des hommes, ça ne va pas être le même plateau de tournage que s'il y a la moitié de femmes ou que s'il y a une femme qui est là, ou inversement. Si c'est un plateau qu'avec des femmes, ce ne sera pas la même ambiance que s'il y a des hommes aussi sur le plateau. Lui est ouvert vraiment à l'évolution et à savoir comment réagir aussi face à une femme qui lui parle et qui lui dit, parce qu'il est chef de poste, à une personne qui bosse avec lui, il est ouvert à essayer d'apprendre et à essayer de savoir comment réagir. Mais il m'a concrètement dit que ce truc-là, ça servait à rien. Que c'est encore un bout de papier, c'est comme... tu restes assis 6 heures sur une chaise pour qu'on te dise « Voilà, il faut écouter les gens ». Tu n'es pas prêt non plus à faire face à la réalité des choses quand vraiment il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Qu'est-ce que je fais ? Il s'est passé ça ». En fait, il y a finalement presque une vraie différence. Enfin, cette formation, elle sert à rien, ça c'est mon avis, dans le sens où en fait, les gens qui vont s'y intéresser sont déjà touchés par la problématique. Donc en fait, ce qu'ils vont apprendre en 6 heures, c'est des choses qu'ils connaissent déjà. Après, je dis 6 heures, mais j'avoue, j'en sais rien comment se passe la formation. Mais ouais, c'est un truc dans le genre. Ouais. Et que les gens qui sont pas du tout touchés par ce sujet du harcèlement sont ceux qui auraient le plus besoin finalement de cette formation. C'est très juste. Voilà. Oui, par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, c'est ça en fait, c'est en parler, la parole se libère et c'est très bien, mais se déconstruire, et comme l'a dit très justement Marion, les personnes qui seraient les plus concernées d'aller à cette formation, c'est les personnes qui n'en ressentent pas le besoin puisqu'elles s'en foutent en fait de cette formation. Et du coup, le discours, le féminisme, tout ça, MeToo, etc., ça intéresse les gens que ça touche ou que ça concerne en fait. Donc les personnes qui auraient besoin d'entendre ce discours-là, quel intérêt elles ont finalement à écouter et à apprendre et à se déconstruire. Et même ça leur fait peur. C'est pas des gens qui ont envie de se déconstruire. Et c'est ces gens-là, en fait, qui sont acteurs du problème de la femme, de la position de la femme dans ce milieu. Est-ce que aussi souvent, ces personnes qui ont des comportements déplacés, ce sont des personnes qui sont très imprégnées dans le milieu et dans le métier et qui, en fait, profitent aussi de l'aura qu'ils peuvent avoir et de la notoriété, que ce soit technique en fait, parce que c'est pas forcément des gens connus du grand public. Est-ce que par exemple un jeune technicien qui essaye de faire ses preuves a déjà eu des remarques, pu faire des remarques ou au contraire Oui, parce que dans le milieu technique, en tout cas, moi je suis arrivée, petite jeune nana, je veux être électricienne. Les mecs qui ont le même âge et qui veulent arriver, ils ont des réflexions sexistes aussi. Ça dépend pas je pense que ça dépend réellement pas d'un âge ou de l'implantation, ça dépend d'une personnalité et ça dépend de ce qu'on t'inculque et de ce qu'on te met dans le crâne. Et je pense que ça touche toutes les générations, le sexisme. Ça touche pas que certaines personnes qui sont comme ça et qui profitent d'eux. Alors oui, c'est sûr, ça existe, les gens qui profitent. Mais comme les gens qui ont une certaine notoriété peuvent aussi profiter de leur notoriété pour faire avancer les choses aussi. Tous les profils existent et pour moi, la seule manière d'avancer vraiment, c'est d'en parler et de dénoncer. Mais c'est tellement difficile de dénoncer aujourd'hui que... Est-ce qu'on peut aussi dénoncer, carrément faire appel à la justice ? Pour vous, c'est quelque chose de complètement dérisoire. C'est utopique. Ouais. C'est vraiment utopique, en fait. On ne peut pas faire appel à la justice, sinon on perd tout ce qu'on a construit aussi. J'ai toujours cette histoire d'accepter de porter le projet sur les épaules et la dénonciation sur les épaules et d'accepter d'être le visage qui représente cette dénonciation. La première chose, on sait bien effectivement que la justice, elle n'est pas très efficace et même quand parce que ça a été le cas quand même, à des moments où elle a quand même tranché de manière positive pour le sort de la femme, même quand on en arrive là, ça prend tellement de temps à en arriver là, ça prend 2, 3,
3, 4, 5 ans. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans une histoire aussi longtemps et de la porter aussi longtemps sur ses épaules ? Voilà. Moi, je suis obligée de rire en fait quand j'entends cette question, pas parce qu'elle est ridicule et pas pertinente, mais parce que le quotidien, quand tu vois que je sais plus, et ça m'ennuie vraiment de ne pas avoir les chiffres exacts là tout de suite. Peut-être que ce sera affiché sur l'écran quand avec le montage, tout ça. On pourra afficher. Il y a vraiment une étude du collectif 50-50 que je vous conseille d'aller lire. C'est vraiment hyper bien détaillé sur toutes les conditions, le genre, même la discrimination, que ce soit raciale, etc. Même au niveau de l'âge des actrices femmes, par exemple, très intéressant. Ok. Non, mais c'est une référence intéressante. Mais du coup, oui, quand tu vois qu'au niveau du nombre de viols en France, déjà ceux qui sont déclarés, parce qu'on fait des chiffres comme ça, mais il y en a sûrement 2 fois plus que ce qu'on dit qui existe déjà. Le pourcentage j'ai envie de dire ça aussi, genre 0,5%, et encore, je suis même pas sûre, je crois que c'est encore en dessous, des violeurs qui sont condamnés. Quand tu vois que si tu veux aller porter plainte et que souvent tu vas tomber sur un homme, et que si tu veux porter plainte et tu veux avoir une femme en face de toi, c'est déjà compliqué, qu'ensuite ta plainte, il faut qu'elle soit reçue pour pas que tu sois ridiculisé, traité d'hystérique, déjà que ton discours il soit... Enfin, il y a plein de gens qui disent que porter plainte pour viol ou autre chose, c'est un effet de mode parce que MeToo. Mais c'est pas un effet de mode, c'est une réalité en fait. Mais pour ces gens-là, c'est quelque chose qu'on s'est inventé parce qu'on veut faire nos intéressantes, quoi. Et puis ça, en plus, ça n'impacte pas sur le milieu professionnel. Alors que nous, dans le milieu professionnel, en étant une nana, si en plus de ça, on va porter plainte contre quelqu'un, quelle production va vouloir retravailler avec une nana ? Production ne voudrait pas retravailler avec vous. Mais parce que ça leur coûte de l'argent aussi, en fait. Parce que ça leur coûte leur place. Si c'est une production qui est bien implantée, qu'elle soit grosse ou petite, si c'est une production qui est bien implantée et qui doit faire face à ça, c'est-à-dire une technicienne ou un technicien qui porte plainte contre un autre pour un comportement sexiste. Ça affecte son image, en fait. Mais oui, ça affecte son image. Et toi, ton nom, il va faire le tour de production à l'échelle de la production à qui tu as fait ça, c'est un peu horrible de dire ça, mais en fait, à l'échelle de la production, de la notoriété de la production, les autres vont être au courant que « Ah bah non, cette nana, elle a porté plainte, on la veut pas sur notre plateau ». Parce qu'ils sont aussi conscients de ce qui se passe, je pense, vraiment. On ne peut pas fermer les yeux et ne pas être conscient de ce qui se passe sur des plateaux de tournage, comme dans toutes les sociétés, comme dans tout milieu professionnel. C'est pas possible de ne pas être conscient de ce qui se passe. Mais ne serait-ce qu'à l'échelle comédienne, on m'a déjà dit, souvent je l'ai entendu, on nous disait, il y a plus de gens qui travaillent, qui vont peut-être être moins bons, mais qui vont être sympas et qui vont pas poser le moindre problème, ils trouveront du travail plus facilement. Donc, quel est l'intérêt pour une production d'embaucher quelqu'un qui va faire perdre du temps, qui va créer des problèmes, parce que quelque part, c'est un peu la personne qui va créer le problème, puisqu'elle dénonce. Donc, c'est un effet boule de neige, donc boule de merde, excusez-moi de l'expression. Du coup, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas l'argent. Et ils n'ont pas l'argent pour. Mais ça, je voulais justement rebondir là-dessus, c'est que le problème, il est plus que lié au genre, en fait. Encore une fois, plus que lié à la femme et aux hommes. C'est que vraiment, quand tu rentres sur un plateau de tournage, si t'es pas d'accord avec une des choses qui s'est passée, que ce soit pour une question sexiste ou pas, il vaut mieux que tu attendes déjà la fin du tournage pour en parler, que tu attendes que tout se soit bien passé et que tu fait chier personne, parce qu'effectivement, on te rappellera plus. Et si tu attends la fin du tournage pour en parler, il faut que tu sois vraiment sûr que c'est important que tu en parles et que finalement, est-ce que c'est pas un truc qui peut juste passer à trave ? Je pense que le plus important, il faut en parler. C'est vraiment utopique et ça serait vraiment quelque chose de formidable qu'on arrive à en parler de ce qui se passe sur un plateau des productions et qu'il y ait des vraies solutions qui soient trouvées et qu'il y ait un vrai dialogue. Moi, je pense que ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est le dialogue entre nous aussi. En fait, il y a un chef de poste que je connais plus ou moins bien qui m'a fait des réflexions et qui est allé un peu trop loin sur un plateau de tournage. J'en ai jamais parlé à la production, j'en ai parlé à mon chef, moi, de poste, et aux nanas qui voulaient travailler avec lui parce qu'il a une certaine notoriété dans le milieu technique. Et que, oui, quand t'es jeune, que tu sois une nana ou un mec, tu veux bosser avec celui qui travaille aussi, avec le chef de poste qui travaille. Et donc, tu veux rentrer en contact avec. Et moi, j'ai rencontré cette nana qui voulait bosser avec lui. Je lui ai dit, attention. Et il s'est avéré qu'elle a fait attention et que du coup, elle ne travaille pas avec lui. Parce qu'il est allé trop loin, autour même d'un café, en fait. Pour la première prise de contact, il était déjà allé trop loin. Donc, je pense qu'il faut... La solution pour moi, et ça reste mon avis, je pense que la solution, c'est de partager nos expériences
et de donner des noms. Ne pas les rendre publics parce que ça servira à rien et ça nous servira même pas à nous, mais de partager les expériences qu'il y a autour de nous, de dénoncer vraiment et de créer de créer des groupes et des choses entre nous vraiment plus fortes que ce que peut être la justice aussi. Mettre en garde notre entourage, quoi. Féminin, C'est beaucoup vraiment plus. vous mettre ensemble, tout ensemble, et de faire de communiquer Pas toutes, tous. tous. Vraiment tous, parce que les hommes sont aussi là pour nous aider aussi à déconstruire aussi le milieu et à déconstruire ce qu'on vit et ce qu'on a vécu sur un plateau de tournage. Si tu bosses avec des gens bienveillants, tu peux leur parler. Et donc que ce soit une femme ou un homme que tu as en face de toi, c'est bien d'en parler, c'est vraiment très important. Oui, puis il faut que les hommes aussi, je pense qu'il ne faut surtout pas les exclure de tout ça. Au contraire, effectivement, comme tu dis, les personnes bienveillantes qui sont à même d'écouter, qui sont conscientes de tout ce qu'on vit, enfin à leur échelle, hein, voilà, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas dans notre peau, mais qui sont, ouais, comme on dit, des alliés. Hein. Il me semble que c'est bien le terme qu'on emploie, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et du coup, je pense que c'est très important, effectivement, de leur en parler et que justement, ils puissent aussi se déconstruire. Et parce que nous-mêmes, on se déconstruit aussi, même en tant que femmes, et d'avoir des alliés et aussi de les prévenir parce qu'eux aussi, ils peuvent agir et ils peuvent dire qu'ils sont pas d'accord et ils doivent le faire, c'est important. Et du coup, ça peut être que positif, quoi. Sur un sujet qui dévie peut-être un petit peu, sur le choix personnel, par exemple, d'une femme d'avoir un enfant, comment est-ce que elle peut gérer sa maternité? Est-ce que ça va avoir un impact justement sur son travail? Je pense aussi au métier de comédienne, où c'est souvent un travail d'image, mais aussi technicienne, puisque même réalisatrice, en fait. Est-ce que le fait de vouloir avoir un enfant, d'être enceinte, ça va avoir un impact aussi dans votre métier? Est-ce qu'il faut faire attention quand est-ce qu'on veut avoir un enfant par rapport à sa carrière? Comment ça se passe? Moi, en fait, je veux pas d'enfant. Donc, la question, c'est. Je pensais que pourquoi vous... Même par rapport aux personnes que tu connais, Oui. etc., à tes connaissances, est-ce que tu as vu autour de toi? Alors encore une fois, malheureusement, j'ai pas des connaissances qui sont réalisatrices et qui sont produites et donc, qui sont vraiment dans la machine de je fais un film, je réalise, je fais un film, je réalise. Mais de ce que j'ai pu entendre en tant que réalisatrice, je pense que c'est la meilleure position parce qu'on est quand même chef de projet. Donc finalement, si on décide de pas tourner le film cette année et de le faire l'année prochaine, on a toujours l'occasion. Maintenant, je sais que pour les comédiennes et les techniciennes, c'est bien plus compliqué. Du coup, je vous laisse parler. Moi, j'avoue que je suis pas super concernée par le sujet parce que j'ai pas envie d'avoir spécialement des enfants dans l'année qui suit, que je me suis pas réellement posé la question. Par contre, j'ai des copines, des amis, des connaissances qui ont eu des enfants et pour qui ça s'est très bien passé. C'est dans mon métier, c'est sûr que je vais pas exercer même si je suis à 3 mois de grossesse parce que je porte, je saute, c'est un métier à risque pour une personne enceinte. Par contre, moi, je sais que on a eu des droits en tant qu'intermittente, qui est le congé maternité. Ça a été reconnu il n'y a pas très longtemps, mais on a le droit en tant qu'intermittente à un congé maternité et qui nous profite aussi parce qu'à un moment donné, on peut pas avoir un enfant et repartir sur des plateaux de tournage de suite. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais moi, je sais que je me sens pas concernée parce que je suis jeune et que je veux pas spécialement d'enfants biologiques. Donc, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place. J'ai une amie comédienne qui a accouché il y a moins d'1 an, pour qui ça s'est très bien passé et qui a eu le droit aussi à avoir son congé maternité intermittente et où le papa a eu la chance d'avoir son congé paternité parce que la loi est passée en juillet dernier. Donc quoi, il avait le droit à 47 jours, quelque chose comme ça, je crois. Pour ce qui est de ma part, je ne veux pas d'enfant non plus. Mais effectivement, du coup, c'est pas tant que j'ai eu à me poser la question, mais je m'étais déjà posé la question dans un contexte autre, ne serait-ce que la volonté de vouloir prendre des vacances ou peut-être de vouloir faire un voyage à l'étranger sur le long terme. Tu te poses déjà la question, même avant de demander si tu veux un enfant et si tu en veux un, dans quelles conditions ça va pouvoir se faire. Et tu te demandes déjà comment ça va impacter ton réseau professionnel, parce que tu dois toujours être en lien avec les autres. Même boire un verre avec quelqu'un, c'est déjà du réseau. Alors, c'est pas forcément conscient parce que tu te fais des amis quand même. Je veux dire, c'est humain avant toute autre chose, ce milieu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et que j'aime le voir. Et c'est aussi pour ça que j'aime profondément mon boulot. Tu fais tout le temps des rencontres, mais il y a ce truc de comment
comment je continue à me montrer disponible, réactive, disponible physiquement, même sur les réseaux ou quoi. Comment tu montres que tu es encore disponible et qu'on peut t'appeler pour du boulot? Parce que moi, c'est ça qu'on m'a appris, c'est la disponibilité, c'est la réactivité, c'est être capable d'apprendre un texte très rapidement, d'avoir même à pêcher dans ses contacts pour en proposer aux autres, pour un remplacement, pour une figure, pour plein de choses, parce que théâtre et cinéma. Mais donc je veux pas d'enfants, même si je connais quelques comédiennes qui en ont, qui sont enceintes. Donc après, ça fait pas suffisamment longtemps que je suis dans le milieu pour pouvoir vraiment répondre à ta question. Mais enfin, même en dehors de notre milieu, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à être mises au placard et qui retrouvent pas leur poste. Ce que tu as soulevé sur la disponibilité, en fait, c'est un peu ça. C'est clairement ce qui se passe en tant que comédienne, que technicienne, que toute personne qui exerce en fait dans ce milieu, il faut se rendre disponible. Pour les hommes, en fait. C'est ça. De manière générale, il faut être disponible. Et donc, comme tu dis, moi, si on parle plus de vacances, par exemple, au lieu d'enfants, partir en vacances, je peux, mais je peux pas aussi, tu vois. Je prends des billets, mais je prends toujours l'assurance annulation. Parce que si on me propose un tournage et que je devais partir je ne sais où pendant 2 mois, si on me propose un tournage qui est intéressant et pour moi, et pour ma carrière, et pour mes heures, par exemple, j'ai pas mes heures, je pars quand même en vacances, il faut se rendre disponible aussi. Il faut créer ce réseau-là et entretenir ce réseau-là. Donc, la question, elle se pose aussi quand tu veux avoir un enfant, mais je pense que, moi, je peux pas répondre à cette question-là parce que je me sens vraiment pas concernée par le sujet. Mais en tout cas, si on en revient à la disponibilité, oui, c'est sûr que c'est compliqué en fait de prévoir. Mais c'est une vie d'intermittent, on l'a choisi aussi. Hein. Moi, j'ai complètement oublié d'en parler quand j'ai commencé à parler. Mais donc, dans mon métier, j'ai aussi une part de recrutement. Donc, je dois trouver des intervenants qui viennent donner des cours aux étudiants. Je fais la petite parenthèse là-dessus parce que du coup, je cherche autant des femmes que des hommes. Évidemment, des hommes, j'en trouve sans problème. Et des femmes, dans des postes spécifiques qui sont en plus des postes techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai une deuxième intervenante femme depuis samedi. C'est validé depuis samedi. Donc jusque-là, on était 2 à donner des cours sur 7-8 intervenants. Et la première intervenante femme, elle donne des cours cette année parce qu'elle a eu un bébé et qu'elle arrête les tournages. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça. Mais donc, elle s'est rendue disponible pour donner des cours. Elle a cherché une autre option. Après, elle était assistante cadre, assistante opérateur. Et donc, effectivement, ça, c'est un rythme où sur les tournages, ça te demande d'être là de 6h à 22h et effectivement, d'être disponible n'importe où, n'importe quand. Et donc, effectivement, ce métier-là, elle était obligée de l'arrêter pour pouvoir élever son enfant. C'était un choix qu'elle avait fait sur la première année. Et du coup, donner des cours était un peu l'option bis pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que quand tu fais ce métier, tu sais que tu as fait aussi le choix que le travail peut arriver à n'importe quel moment, que ce soit. Et tu sais que tu vas travailler les dimanches, les vacances scolaires des gens qui ne sont pas dans ce milieu, que ça peut être Noël, un anniversaire, un enterrement. Tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux avoir un job, un casting, un truc, et tu sais pourquoi tu le fais, donc tu te dis, ça passe en priorité. Donc, ne parlons même pas du fait de si tu veux avoir un enfant, oh là là. Je voulais juste faire une dernière petite parenthèse sur les actrices. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, les actrices qui ont 40, 50 ans, 45 ans et qui ont des enfants à cet âge-là, en fait. Donc peut-être que, moi, je connais pas du tout le sujet, mais si on creuse là-dedans, peut-être qu'on saura, on se rendra compte au bout d'un moment de pourquoi elles ont eu des enfants si tard. Tu penses qu'elles ont attendu d'avoir une carrière bien implantée pour ensuite avoir des enfants? Oui, de laisser la place justement, de pas laisser la place à on me propose le rôle de ma vie mais je suis enceinte, je peux pas l'accepter. Moi, je sais que si je voulais des enfants, je retarderais au maximum, quoi. C'est trop important pour moi. Je peux pas choisir entre mon travail et être mère. Et d'ailleurs, aucune femme devrait avoir à faire ce choix, en fait. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner à des personnes, qu'elles soient jeunes ou non d'ailleurs, qui souhaitent se lancer dans le cinéma et même dans votre métier? Des conseils pour arriver dans le milieu. Aujourd'hui, je dirais faire une école, c'est quand même très important parce que ça ouvre un certain réseau. Après, faut être présent, faut être là. Faut aller à des soirées de techniciens si on veut être technicien. Faut être au contact des gens. En fait, faut aussi se créer un réseau. C'est pas forcément faire une école parce que l'école permet d'avoir un réseau. Mais c'est ça. Le principal, c'est d'avoir un réseau.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille de faire une école parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver il y a un tournage en bas de chez soi. C'est très compliqué d'arriver et de dire au régisseur, salut, j'habite juste là, vous tournez dans ma rue. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Il y en a plein qui ont été formés comme ça et qui ont commencé en tant que régisseurs et qui ont fait le métier, du coup, ont bifurqué, ont fait d'autres métiers. Et aujourd'hui, c'est quand même un milieu qui est devenu assez fermé pour y rentrer. Et du coup, c'est pour ça que je conseille une école. C'est pas obligatoire. Il y a des formations, il y a des bilans de compétences, plein de choses. On peut rentrer dans ce milieu de plein de manières différentes. Après, pour y rester, je conseille vraiment d'être là, en fait, tout simplement. Une fois qu'on a un petit réseau qui est fait, de l'agrandir. Et comment on agrandit un réseau, c'est en étant présent à des soirées, pas des meetings, ça s'appelle pas comme ça, mais juste à des réunions de techniciens, à plein de choses. Et si vous êtes une jeune nana, foncez tête baissée et relevez-vous pas et travaillez aussi. Enfin, c'est dans tout milieu, il faut avoir des compétences et si vous pensez les avoir, allez-y. Et si vous pensez pas les avoir, trouvez quelqu'un qui les trouve pour vous aussi, quoi. Moi, j'ai envie de commencer pour répondre à cette question par se former. Et peut-être même avant de se former, pas de penser aux conséquences que ça va avoir sur la vie, mais sur sa vie, mais de se rendre compte que ça demande énormément de sacrifices, de temps. Effectivement, d'avoir l'envie, en fait, d'être sûr que c'est ce qu'on veut faire, parce que c'est un métier qui est tellement difficile, c'est un métier entre guillemets passion, vocation. Moi, je connais personne qui fait ce boulot en se disant je sais pas, peut-être que je ferai autre chose et tout. Enfin, j'en connais très peu, ou alors ces personnes très vite elles bifurquent, elles changent de vie parce qu'elles se rendent compte que c'est pas ce qu'elles veulent. Mais si on a vraiment envie de le faire, oui, se former, travailler, regarder des films, se blinder en termes de technique de jeu, parce que on parlait de regarder des films juste avant. C'est vrai que moi j'ai beaucoup regardé les façons qu'ont les acteurs et les actrices qui m'inspirent, leur façon de travailler, leur parcours et puis la technique. Donc ouais, se former, faire des stages, discuter avec des gens autour de soi qui font ce métier-là, aller voir des spectacles, regarder des films, s'intéresser à ce qui se passe autour de soi et puis effectivement la disponibilité comme on en parlait tout à l'heure. Et puis s'intéresser, avoir la curiosité et puis savoir ce qui nous touche et pourquoi ça, je trouve ça hyper important, pourquoi on le fait, pourquoi on a envie de le faire et qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qui nous amène à ça, pour se le rappeler aussi les moments où ça va être un peu plus difficile, de dire ok, c'est pour ça que je le fais et j'en déroge pas et je m'y tiens et je continue et je m'accroche, parce qu'au bout d'un moment, si tu es une personne qui a envie et qui travaille, il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. Et effectivement, le réseau aussi compte énormément. Et puis faut pas hésiter à demander de l'aide. Faut pas avoir honte de se dire je sais pas, que ce soit administrativement parlant, parce que monter une compagnie, il n'y a pas de guide pratique. Monter une compagnie de théâtre, être intermittent, même s'il y a beaucoup d'infos, c'est contradictoire, se référer à Pôle emploi spectacle, demander de l'aide autour de soi et oser quoi. Oser essayer, s'inscrire à un cours de théâtre, se lancer, se dire que c'est possible, mais voilà, faut rester assez lucide sur certaines choses qui sont difficilement accessibles, quoi. Et ouais, y mettre toute son énergie et son envie finit par payer. J'appuie sur ton point de demander de l'aide, en fait. Tout le monde est passé par là, que quelqu'un ait 40 ans, 20 ans ou 2 ans de carrière. On est tous passés par la case basse et par la case de je connais pas, même si j'ai fait des études pour rentrer dans le milieu. Un vrai tournage, c'est quoi aussi ? Quelle est ma place ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et si je connais pas quelque chose, de poser la question. Et je pense que c'est l'un des milieux qui est le plus ouvert au questionnement et au non-savoir, en fait, parce qu'on a le droit de pas savoir, parce qu'il y a tellement de choses. Je suis électricienne, les projecteurs, il y en a qui sortent tous les jours. S'il y a un projecteur qui est dans le camion que je dois sortir et je sais pas ce que c'est, on me dit va chercher un truc, et je sais pas ce que c'est, décris-le-moi. Et quand tu as le temps sur un plateau, tu prends le temps de découvrir ça aussi, de travailler avec les outils. Il faut toujours s'informer, il y a tellement de choses qui sortent tous les jours en technique qu'il faut rester un peu informé de ce qui sort et il ne faut pas hésiter à poser une question. Il y a aussi des choses très simples que j'utilise tous les jours qui ont un nom et j'arrive sur un autre plateau et on utilise un autre nom. Du coup, je me retrouve con parce que je sais utiliser l'outil, mais je ne connais pas son nom. Et du coup, et c'est quoi ? Tu m'as demandé ça, mais c'est quoi ? Enfin, j'ai le réflexe du toki. Mais c'est quoi que tu me demandes, en fait ?
Et ça, personne te mettra des bâtons dans les roues parce que tu savais pas et que tu as demandé. Au contraire, si tu fais semblant de savoir alors que tu ne sais pas, on va se dire putain, mais c'est con, il sait vraiment pas utiliser ce truc-là alors qu'il le connaît, tu vois. Alors que pas du tout, en fait. Il faut juste poser la question et je pense que c'est un milieu très solidaire là-dedans. En fait, oui, c'est vrai que tout le monde est un peu... tous les gens qui sont déjà dans le milieu professionnel ont un peu une humilité par rapport justement à ce que Charlène est en train d'expliquer, qu'on connaît les choses ou on les connaît pas et d'assumer qu'on les connaît pas. Et effectivement, quand on travaille depuis un moment, on est capable de le dire et que les jeunes arrivants le sont beaucoup moins et ils sont beaucoup plus dans dans cette question de la légitimité, de est-ce que je suis à ma place, etc. Je suis que stagiaire, je suis que ça, ou je suis obligée de faire mes preuves. Et en fait, ils se rendent pas vraiment compte que ils ont l'impression qu'ils vont faire leurs preuves en faisant semblant de gérer les choses, mais ils feront beaucoup plus leurs preuves en faisant preuve d'humilité, en fait. Et donc, moi, je voulais insister là-dessus sur, du coup, mon conseil aussi de bien prendre conscience que c'est un métier qui demande un investissement personnel qui est beaucoup plus grand qu'un métier classique. Je n'ai pas envie de nommer des métiers, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un métier qui prend du temps, autant en temps de travail, mais en temps de préparation, en temps de projection dans l'avenir. Ok, si j'ai envie d'être réalisateur dans 5 ans, qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui, réalisatrice qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui, petit à petit. Et puis effectivement, il y a regarder des films, effectivement, il y a commencer à écrire, il y a commencer à la direction d'acteur, et il y a tout ça à prendre en compte. Et en fait, c'est des métiers qui prennent très longtemps En fait, on n'a jamais fini de se former sur ces métiers-là. Et il y a une espèce de croyance chez les jeunes arrivants, plutôt chez les jeunes qui sont en école que ceux qui sont autodidactes, mais de croire que voilà, au bout de leurs 3 ans d'études, ils seront totalement parfaits, ils arriveront à faire tout ce qu'on peut faire, alors qu'en fait, qu'au bout de leurs 40 ans de carrière, ils en seront toujours pas capables. Et donc, c'est peut-être ça de respirer un coup et se dire, OK, quoi qu'il arrive, si j'ai envie de le faire, je suis légitime à le faire. Et je pense qu'il faut juste s'arrêter là. Et tout à l'heure, Charlène, tu as parlé de compétences. Moi, ça m'a un petit peu titillée parce que pour moi, les compétences, tu les acquiers en travaillant et en expérimentant. Et tu peux arriver là-dedans sans rien connaître du tout. On n'est pas obligé d'avoir un truc de base, quoi. En fait, c'est juste si on aime travailler, s'acharner au travail, parce qu'il y a une vraie réalité là-dedans, même si je trouve ça un peu triste de dire, bon, bah, si tu veux faire du cinéma, t'as qu'à t'acharner. Mais il y a quand même, si on aime s'acharner et travailler et apprendre des nouvelles choses, ben, on est à notre place. Après, effectivement, si on n'a pas trop envie si on a envie de passer beaucoup de temps en famille ou beaucoup de temps dans le loisir ou dans le non-travail, je sais pas comment le dire, peut-être qu'effectivement, c'est pas une carrière qui est faite pour vous, quoi. Ouais, Voilà. il y a un chef un jour qui m'a dit, avec qui j'ai travaillé, que j'ai adoré, qui m'a dit, en fait, je me sentais un peu, pas humiliée, mais je connaissais pas l'existence d'un projecteur, je ne savais pas l'utiliser. Et il m'a dit, mais en fait, c'est pas grave, on apprend tous les jours. Et moi, lui, il avait, je sais pas, 40 ans de carrière, et il m'a dit, tu m'apprends autant que moi je t'apprends, en fait. C'est un vrai échange et c'est un vrai partage. Et quelqu'un qui est vraiment implanté dans le milieu, il va vraiment apprendre aussi à travailler avec les jeunes. Et il y a vraiment un partage de compétences, en fait, aussi, et un partage de savoir-faire surtout. Et du coup, c'est vraiment un échange là-dedans. Et ben, peut-être que ton chef, il va pas savoir quelque chose que toi, tu vas savoir. Et ça va vraiment être un partage de compétences. Et du coup, c'est vraiment très enrichissant. T'as jamais fini d'apprendre, c'est ça, en fait. Mais je pense que c'est aussi pour ça, moi c'est le cas, et je suppose peut-être que c'est aussi votre cas, que c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces métiers, c'est qu'on ne cesse jamais d'apprendre, et c'est ça aussi qui est passionnant, et que tu te nourris tout le temps, en fait, et que c'est vraiment, je pense, le cinéma, le théâtre aussi, vraiment que c'est un travail d'équipe, de groupe, et que c'est hyper humain, et que du coup l'humilité, effectivement, c'est hyper important. Tu peux pas arriver et dire je connais tout et un tel et machin et j'ai rien à apprendre des autres. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à se nourrir et à s'écouter et à se dire la personne qui est en face a autant à m'apprendre, même si on fait pas le même métier, on est plus fort ensemble, en fait. Même moi qui suis un loup solitaire, j'ai envie de le souligner. C'est important de comprendre que je pense qu'on est activés tous et toutes par la même énergie quand on fait ces métiers-là, qu'on a envie de raconter des histoires, de créer, et que c'est pas parce que
que tu as un technicien, une technicienne sur le tournage et tu te dis je connais très peu ce métier-là, intéresse-toi, tu peux aller poser la question et regarder comment ça se passe. Moi, ça m'est arrivé sur des tournages où j'étais en figure, par exemple, et je regardais un truc et tout, je me disais c'est quoi et tout, et je suis allée poser la question. Et je voyais qu'il avait le temps et tout, que je l'emmerdais pas. J'ai posé la question, il m'a expliqué et tout, et c'est super intéressant. Enfin, s'intéresser et avoir cette curiosité-là, cette humilité. Et pour revenir par rapport aux comédiennes, comédiens qui aimeraient se lancer, lisez des bouquins de technique et surtout ne vous reposez pas effectivement par rapport au réseau qu'on se fait à l'école. Faut pas trop compter sur l'école, quoi. Faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais il faut se rappeler que en fait, il faut pas se reposer sur ce qu'on va nous donner. Le dehors, c'est très différent, c'est très dur. Donc préparez-vous, travaillez effectivement, comme tu as dit Marion, si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, à passer énormément de temps, en fait, à passer ça au centre de votre vie et en priorité pendant un bon bout de temps jusqu'à ce que ça commence à payer et après continuez vos efforts, faites autre chose, quoi. Mais sinon, il y a un truc que je voulais souligner, c'est vraiment qu'il faut être patient. Et c'est dur parce qu'on met énormément d'énergie, on met beaucoup de temps et parfois on touche pas tout de suite le résultat, en fait. Et même en termes d'image, etc., moi, c'est pas mes métiers, mais j'imagine que la technique, l'image, la réalisation, le scénario, on peaufine par rapport aux connaissances, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, comme ça se réduit et ça se précise au fur et à mesure, mais il ne faut pas s'en vouloir. Et c'est comme le jeu. Moi, je sais que j'ai galéré pendant 1 an et demi, j'avais beaucoup de blocages et je m'en voulais, j'arrivais pas à jouer au départ. Moi, c'était une cata. Enfin, vraiment, j'étais pas sûre de moi, j'avais les genoux qui claquaient sur scène. Je savais pas où me mettre, je me sentais pas légitime. Et à un moment, ça s'est débloqué. Et du coup, c'est ce truc de s'acharner, en fait. C'est de la patience et à un moment, ça finit par payer et après, tu récupères les fruits et là, t'es contente et c'est bien. Donc, accrochez-vous. On arrive bientôt à la fin là, du podcast. Pour finir, est-ce que vous auriez une expérience, un film, une pièce de théâtre, un livre que vous aimeriez partager ? Question fatidique. Il y en a énormément. Du coup, je pense que c'est difficile de penser à un truc en particulier. Moi, j'ai envie de parler vite fait de références comparées, par rapport aux féministes, etc., puisque c'était un peu le sujet aussi du podcast. Il y a beaucoup de podcasts, de pages Instagram, comme Pépite Sexiste ou Paye ton tournage, où il y a des expériences de violence, de témoignages de sexisme, de misogynie en école aussi, et en tournage. Il y a des super spectacles et des films à voir, c'est sûr. Et là, j'avoue que c'est difficile d'en avoir un en tête spécialement. Du coup, moi, je vais parler d'un court-métrage de Angelika Abramovic, qui est une Suédoise. J'ai besoin de le lire pour vous dire le titre, parce que je suis nulle en suédois. C'est Tejetuan Forever. Voilà. On mettra la ref quelque part sur l'écran ou en description. Et qui est en fait un court-métrage qui est super. Je ne sais pas du tout où il peut vous être accessible. Je l'ai vu à Clermont cette année, du coup. Qui est un court-métrage tourné dans les toilettes des filles. Et donc, qui est hyper coloré, hyper acidulé. Et c'est sous forme, c'est une espèce de court-métrage choral où on va suivre l'une et l'autre personnage, du coup, dans leur... dans les toilettes des filles. C'est une toilette de boîte de nuit dans laquelle il y a un moment une conversation entre deux sœurs. Il y a ces histoires de drogue, des histoires de règles, des histoires d'avortement. Il y a un couple de lesbiennes. Il y a une fille qui est assise sur les toilettes en train d'écouter 2 autres filles qui parlent sur son dos. Enfin, toute la réalité de ce qu'on peut trouver, du coup, dans ces toilettes des filles, mais qui n'est pas pour autant un film destiné aux filles, je trouve, donc qui est écrit par une femme, réalisé par une femme, avec que des femmes qui jouent, parce qu'on parle de toilettes des filles, mais qui est hyper acidulé, hyper bien rythmé, et qui aborde vraiment ces questions très crûment, en fait, et aussi crûment que nous, en tant que filles, on peut les vivre dans les toilettes des filles, mais du coup qui ne sont pas réservées qu'à nous en tant que spectatrices, en tout cas. Voilà. Désolée, je reprends la parole parce que je viens de repenser, merci Marion, à une série sur Netflix qui est excellente. C'est Les Demoiselles du téléphone. Il faut absolument voir cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Moi, j'ai pas de référence cinématographique malheureusement à vous conseiller parce que voilà, j'en ai pas qui me reviennent en tête, mais c'est plus des expériences et de l'humain en fait que je peux vous conseiller. C'est vous entourer de personnes bienveillantes et de partager aussi en fait vos expériences, comme tu disais sur le compte Instagram. Il y a plein de choses qui se passent sur Instagram. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même une prise de parole qui est très importante. Et Paye ton tournage, c'est quand même un compte qui
que je suis pas mal et ça malheureusement, en fait, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul aussi, en fait, qu'on n'est pas seul à se battre et c'est une manière de dénoncer, comme on parlait tout à l'heure, que la dénonciation est très dure, de porter ça seul et d'être le visage. Là, le visage, c'est pas toi, c'est un compte. Et je pense que c'est très important de se fier aussi, de pas en faire non plus son modèle, mais de se fier aussi à ce qui se passe autour de nous et d'en faire sa force, de se dire, de lire des posts et d'essayer de comprendre et de savoir comment on aurait réagi, nous, femmes sur un plateau, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, et comment est-ce que tu peux réagir et demander des conseils aux entourages, et voilà. Du coup, il y a Pépite sexiste et puis surtout Paye ton tournage, Paye ton rôle aussi pour surtout les situations sexistes, les abus en école. Mais n'allez pas faire un tour sur ces comptes quand vous êtes déprimé, parce que ça sera encore plus dur après. Sinon, pour les comptes moins déprimants, du coup, je crois qu'il y a Femme à la caméra, il me semble sur Insta, ça s'appelle Femme à la caméra. Pas celui-là, écoute, voilà. Est-ce que tu n'es pas une femme à la caméra? Voilà, tu es exclue de ce groupe. Non, je rigole. Il est hyper intéressant parce que du coup, il démontre l'aspect cool, en fait, et il présente des femmes qui font ces métiers. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre? Est-ce qu'il y a des projets qui vont bientôt sortir? Allez-y, c'est l'instant pub. Alors, moi, vous pouvez me suivre au nom de Marion Tremblette, donc avec 2 T au bout sans E. Un peu on mettra, je pense, dans la sera description des petits liens, si ça vous intéresse. Du coup, j'ai un compte Insta où je poste pas mal de photos quand je suis régulière. Et ici, pour l'instant, du coup, dans les projets qui arrivent, je cherche vraiment à me faire financer. Là, je suis vraiment passée dans l'étape où j'en ai vraiment marre de faire des autoproductions. Et donc, je suis sur l'écriture d'une série, d'un univers dans lequel les animaux ont disparu et une partie des hommes ont pris la place des animaux. Donc physiquement, ce sont des humains et voilà, psychiquement, ce sont ce qu'on connaît des animaux. Voilà. Et donc il y a une série qui est en coécriture avec Mathieu Thiel, un scénariste lyonnais. Et il y a un court-métrage du coup qui est tiré de cette série qui cherche un producteur. Donc, si jamais les producteurs m'entendent, voilà. Moi, j'ai un compte Instagram, mais ça sert à rien d'en faire la pub parce que je poste tout et rien. Des projets qui vont sortir, oui, il y a plein de choses qui sortent tout le temps sur lesquelles j'ai un petit peu travaillé ou beaucoup, ou tout ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous dise parce que c'est... Si par exemple des chefs-op ou des producteurs veulent travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Sur Facebook? Je sais pas, j'imagine. N'importe où, je sais pas. je sais pas, travailler avec moi. Non, je j'ai pas pour habitude de me vendre comme ça. Je vends pas mon je vends pas mon travail sur Instagram ou quoi que ce soit. C'est sûr que sur mon compte Instagram, c'est un compte où je poste pas mal de photos de tournage ou des photos que des photographes de plateau ont pris de moi, de ci, de ça. Mais je suis pas sûre que ce soit intéressant pour vous. Je partagerai le lien en description. C'est la première fois. On pourra mettre en description tous les comptes Instagram si même des gens veulent vous contacter. Oui, voilà, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Au contraire, il y a peut-être des gens qui veulent vous poser des questions et pour avoir un contact, ça peut être. Je vous partagerai mon compte Instagram. Merci. On mettra tous les liens dans la description, je suppose. Moi, du coup, c'est Guillemette de Courville. Et ce sera dans la description parce que ça s'écrit de manière un peu pénible. Voilà. Guillemette de Courville, je suis sur Facebook, Instagram. Ce sont mes réseaux pro où je poste un petit peu mon actu. J'essaye d'être régulière parce qu'il faut faire ça voilà. Sur Facebook, Instagram, j'ai un book en ligne qu'on peut consulter. Guillemette de Courville, book.fr, où vous pouvez voir mon travail, des photos de shooting, des books comédiennes, des bandes démos, et puis mon CV, mon actu, ce que je fais un petit peu en ce moment. Et puis là, en ce moment, je suis en répétition pour 2 spectacles. Je suis sur une comédie musicale de Sabrina Fiorelli qui s'appelle Night Butterfly. Première comédie musicale, je suis très contente. Et aussi sur Les Femmes Savantes, mis en scène par Romain Bressy. Merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir pour moi de discuter avec vous. J'espère que vous avez aussi passé un bon moment. On espère que ceux qui nous ont regardés et écoutés ont également passé un bon moment. Merci pour l'invitation. C'était super de faire ce podcast avec vous. Et puis merci à Lyon Métrage, Quentin Etienne et à tous les techniciens du podcast. Merci Guillemette d'avoir dit merci pour tout le monde. Merci.